Alors, les événements qui secouent le monde arabe depuis ces dernières semaines ont braqué les projecteurs de l'actualité sur un certain nombre de pays. Bien sûr, la Tunisie, l'Égypte et la Libye en priorité, mais le Golfe n'a pas été épargné, pas plus que la Syrie. Il est également un pays où l'agitation s'est développée, un pays dont l'évolution inquiète les capitales occidentales, c'est le Maroc. Et pour être en mesure de réfléchir sur la situation de ce pays et d'évaluer ce que peuvent être les hypothèses d'avenir, eh bien nous bénéficions d'un ouvrage particulièrement bienvenu. Il s'agit de l'histoire du Maroc de Bernard Lugan. Il est inutile, je crois, de présenter Bernard Lugan aux auditeurs de Realpolitik TV. Bernard Lugan est un africaniste, spécialiste de l'Afrique noire. Son travail universitaire a porté essentiellement sur la question des Grands Lacs, sur la région des Grands Lacs, ce qui explique pourquoi il s'est imposé comme le meilleur spécialiste de la question du Rwanda. Même si, bien sûr, la pensée unique et correcte à la fois tient à le maintenir à l'isolement dans ce domaine, mais les véritables décideurs, diplomates ou militaires qui ont à intervenir sur ces dossiers, ne manquent jamais de faire appel à lui. Il a également travaillé sur l'Afrique du Sud, avec une histoire de l'Afrique du Sud, publiée dès les années 80, mais avec une réédition augmentée, complétée, beaucoup plus récente. À travers sa lettre d'information intitulée L'Afrique réelle, il renseigne régulièrement tous ceux qui sont intéressés par l'évolution du continent noir. Mais si nous avons pu apprécier encore récemment son analyse de la situation en Côte d'Ivoire, il faut rappeler également qu'il ne s'est pas désintéressé loin de là de l'Afrique blanche. Il est l'auteur d'une histoire de l'Égypte et puis également donc de cette histoire du Maroc, un travail qui lui tenait particulièrement à cœur puisque comme bon nombre de Français de sa génération ou de la génération précédente, eh bien il est né au Maroc, à Meknès, précisément, ce qui lui donne un point commun avec Michel Joubert, qui fut à beaucoup d'égards l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères de la Ve République. Alors cette histoire du Maroc est particulièrement bienvenue parce que nous ne disposions pas de grandes synthèses didactiques facilement accessibles sur le sujet. Il y a maintenant plusieurs dizaines d'années, nous avions la grande histoire de l'Afrique du Nord de Charles-André Julien, mais qui péchait par une érudition pas toujours bien maîtrisée. Sinon, il fallait remonter encore beaucoup plus loin en amont pour aller lire les spécialistes du Maghreb à l'époque où celui-ci était encore français ou sous influence française. Alors cette histoire du Maroc, elle m'a paru particulièrement intéressante dans la mesure où elle se présente comme un travail didactique qui vaut surtout par sa clarté, par sa concision, par l'appareil cartographique considérable qui l'accompagne. Autant dire qu'il s'agit là d'un ouvrage particulièrement adapté aux besoins des lecteurs ou des étudiants d'aujourd'hui. Cet ouvrage, de plus, sans se noyer dans le détail de l'histoire événementielle, ce qui aurait pour effet de dissuader rapidement les lecteurs, cet ouvrage articule constamment l'histoire proprement dite avec les grandes données géopolitiques qui permettent d'expliquer l'évolution du royaume chaïfien. Et Bernard Lugan apporte ainsi un certain nombre d'analyses tout à fait originales, d'autres plus classiques mais largement oubliées aujourd'hui du grand public, en tout cas certaines tout à fait originales. La manière dont il interprète par exemple le kharidjisme, dont on sait ce qu'il a représenté dans l'islam des débuts, comme une forme de résistance musulmane du Maghreb face à l'envahisseur arabe. La manière dont il analyse la succession des différents centres de gravité qui ont dominé l'histoire marocaine, Fès bien sûr, Marrakech, Meknès. La manière dont il aborde aussi l'histoire des grandes lignées dynastiques, celle des Idrissides, des Saadiens, des Alaouites,
alaouites, en tenant compte de leur région d'origine, en interprétant ainsi les grandes options qui sont prises face à l'extérieur. Tout ça traduit non seulement une maîtrise parfaite de l'histoire proprement dite du pays, mais également une intelligence des situations, intelligence des moments et intelligence également de l'espace en ce qu'il s'articule avec l'histoire. Alors également, dans cette approche, je noterai l'importance qu'il accorde au processus d'arabisation du Maroc, beaucoup plus tardif qu'on ne l'a pensé, puisqu'il correspond en gros à ce que l'on appelle les invasions hilaliennes, qui sont le résultat de la politique des sultans fatimides du Caire, qui, après avoir brisé un certain nombre de révoltes de bédouins arabes du désert égyptien, ont trouvé avec eux la solution de compromis qui a consisté à les envoyer vers le Maghreb pour le plus grand malheur des pays concernés, le Maghreb étant demeuré, faut-il le rappeler jusque-là, en très grande majorité berbère, avec une arabisation qui était restée extrêmement superficielle. Également, Bernard Lugan nous propose toute une vision géopolitique des grands empires marocains du Moyen-Âge, celui des Almoravides, étendu du Sénégal au Tage, celui des Almohades, qui, à la différence de leurs prédécesseurs, surgit des déserts mauritaniens. Les Almohades, eux, descendaient de l'Atlas central, et celui des Almohades qui va donc s'étendre, cet empire, lui, sur le Maghreb, du Maroc actuel à la Tunisie actuelle. Et dans les deux cas, il nous montre bien que la projection de ces empires berbères au-delà du détroit de Gibraltar en Espagne, à l'époque où s'intensifient les combats de la reconquête ibérique, ne pourra pas durer très longtemps. Il s'agit de séquences d'un gros demi-siècle à peu près dans chaque cas, entre la fin du XIe siècle et le début du XIIIe, parce que un espace aussi vaste et face à des adversaires aussi déterminés que l'étaient les combattants de la reconquête, eh bien, ça n'était pas gérable pour ces empires marocains médiévaux. L'Espagne, de fait, après un siècle et demi de lutte extrêmement farouche, va réaliser, à partir du XIIIe siècle, la grande reconquête qui fera que, ensuite, les Marocains, notamment la dynastie mérinide qui suivra, ne pourra reprendre pied dans la péninsule ibérique, ne pourra pas faire grand-chose pour apporter une aide quelconque au petit sultanat nasride de Grenade qui finira par disparaître à la fin du XVe siècle. Alors, à l'inverse, Bernard Lugan nous montre également comment, après la reconstitution d'un État mérinide beaucoup plus centré sur le Maroc, la dynastie ouattacide, puis surtout la dynastie saadienne, ouvre des perspectives nouvelles, notamment dans le cas des Saadiens, qui vont être les garants, en quelque sorte, de l'indépendance du Maroc, en faisant face d'une part aux Portugais qui multiplient les points d'appui, les présidios sur les côtes de l'Atlantique, et en faisant face d'autre part à la menace ottomane, puisque l'influence du sultan de Constantinople, du calife ottoman désormais, s'étend, on le sait, jusqu'à Alger, mais le Maroc, durant cette période, sera la seule région du Maghreb qui ne tombera pas sous l'influence ottomane. Et pendant cette même dynastie saadienne, on voit se dessiner aussi l'une des grandes directions d'expansion du moteur historique que constitue le Maroc, du moteur de puissance que constitue le Maroc. C'est en direction de l'Afrique noire, puisque c'est à cette époque-là, à la fin du XVIe siècle, que la puissance marocaine se projette jusque sur les bords du Niger, quand un corps expéditionnaire vient détruire, lors de la bataille de Tondibi, le royaume Sonrai de Gao. Donc, une vue d'ensemble dans la longue histoire de ce qu'a été la puissance marocaine, de ses directions d'expansion, des défis qu'elle a dû rencontrer. Après cela, Bernard Lugan insiste à propos de la dynastie alaouite qui s'installe au XVIIe siècle sur son origine méridionale. C'est une dynastie originaire du Tafilelt, donc au sud-est du pays, au contact avec le désert, tournée vers le Sahara, ce qui explique dans une large mesure l'histoire ultérieure. Il
nous apporte également un certain nombre de remarques particulièrement utiles quand il évoque par exemple la course salétine, les corsaires de Salé qui vont pousser des raids dans l'Atlantique, parfois jusqu'aux côtes d'Irlande. Eh bien, il nous rappelle que ces corsaires de Salé, ce sont des morisques d'Extrémadour, pour beaucoup d'entre eux, expulsés au début du XVIIe siècle par les rois d'Espagne. On pourrait additionner un certain nombre d'analyses de ce type. L'ouvrage apparaît ainsi extrêmement riche. Il nous rappelle aussi quelques données fondamentales bien connues de l'histoire marocaine, l'opposition entre le bled Esmarzen qui est sous le contrôle du sultan et le bled des Esquiba qui correspond aux zones de montagne traditionnellement dissidentes et rebelles que seul le protectorat français a permis de mettre au pas. Je n'insiste pas sur les analyses de Bernard Lugan à propos du Maroc du début du XXe siècle, confronté aux ambitions impérialistes des puissances européennes. Charles-André Julien, avant lui d'ailleurs, dans un ouvrage « Maroc face aux impérialismes », dont l'auteur reprend le titre d'ailleurs pour l'un de ses chapitres, de manière tout à fait opportune, avait parfaitement expliqué comment les choses s'étaient passées et comment la France en 1912 avait pu imposer son protectorat après avoir réussi à dissuader à coups de crise diplomatique et à coups d'échanges divers avec l'Angleterre, l'Italie notamment, l'Allemagne aussi, avait pu imposer donc son autorité sur le royaume chaïfien. Bernard Lugan accorde ensuite une place considérable à un personnage qu'il aime beaucoup et qui constitue un petit peu pour lui un modèle en matière de colonisation, si l'on peut retenir ce terme. C'est bien sûr le maréchal Lyautey qui va mettre en œuvre au Maroc à travers la politique du protectorat, une politique respectant les traditions locales, une politique aux antipodes du projet finalement assez utopique qui était celui de l'assimilation pure et simple que l'on a tenté sans succès de mettre en œuvre en Algérie. Alors, Bernard Lugan ensuite, bien sûr, se penche de manière approfondie sur les chemins qui mènent à l'indépendance à l'époque du sultan Mohamed V, évoque également une période qu'il a bien connue, qui est celle du règne du roi Hassan II, avec un régime certes très autoritaire, mais qui a été en mesure de garantir les transitions nécessaires pour faire accéder le Maroc dans de nombreux domaines à la modernité. Et puis, il présente, à l'issue de son ouvrage, un bilan en insistant sur les atouts dont dispose ce pays, mais aussi en pointant quelles sont les faiblesses structurelles qui peuvent l'affecter. Et il met en particulier en lumière la question démographique. Certes, le taux de fécondité a baissé de manière spectaculaire, puisqu'il était encore de 7 enfants par femme en 1960. Il n'est plus que de 2 aujourd'hui, alors qu'il était encore de 4 dans les années 90. Donc une progression tout à fait significative et encourageante pour l'équilibre général du pays. Mais il n'empêche que le Maroc a 60% de sa population en dessous de 20 ans, que ce pays qui comptait 11 millions d'habitants en 1960 en compte 32 aujourd'hui, et que l'on calcule qu'il en aura 45 en 2060. Voilà une inconnue particulièrement redoutable. Et au moment où le pays apparaît secoué, affecté par la crise que l'on sait, par les tensions qui se manifestent dans la rue, même si elles sont beaucoup moins puissantes, importantes que dans d'autres pays arabes, eh bien, on ne peut que conseiller à nos auditeurs de consulter l'ouvrage de Bernard Lugan, car c'est en prenant en compte justement cette histoire très longue, en prenant en compte cette identité très particulière, cette profondeur historique qu'est celle de l'État chaïfien, du royaume chaïfien, que l'on pourra être en mesure d'analyser de manière correcte et d'anticiper également sur les événements à venir dans ce monde arabe aujourd'hui en complète ébullition.